Bonjour, on corrige ensemble la série 8 qui concerne les prismes et les miroirs plans. Alors l'exercice 1, quel doit être l'angle A d'un prisme de verre d'indice 1,59 pour qu'un rayon qui tombe normalement sur la première face donne un émergent tangent à la seconde face. Alors, on commence par dessiner le prisme avec la face 1 et la face 2. Le prisme étant considéré dans l'air, si on ne dit pas qu'il est dans un milieu d'indice, qui a un indice particulier, ça veut dire qu'il est dans l'air. Et le rayon SI, c'est le rayon incident, il tombe normalement, c'est-à-dire perpendiculairement à la face 1. Et s'il tombe perpendiculairement à la face 1, ça veut dire qu'il fait un angle I égal à 0. Sachant que l'angle I, c'est l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale à la face 1. La normale, c'est-à-dire la perpendiculaire à la face 1 au point d'incidence I. Alors, on considère la face 1 et pour la face 1, la relation de Descartes, qu'est-ce qu'elle dit? Puisque la face 1, c'est un dioptre D1, N, c'est-à-dire l'incidence, elle est dans l'air et ensuite la réfraction, elle se fera dans le prisme N. Donc la relation, elle nous dit que 1 sinus I égale à N sinus R, c'est-à-dire sinus I égale N sinus R. Alors si I est égal à 0, forcément R est égal à 0. Et voilà, on représente donc le rayon réfracté, II', qui fait l'angle R égale à 0 avec la normale. R aussi, c'est l'angle qui est entre le rayon réfracté, II', et la normale à la face 1. Maintenant, ce rayon II' qui est réfracté par rapport à la face 1, il devient incident par rapport à la face 2. Incident dans N, donc le dioptre qui est la face 2, c'est le dioptre N1. Et donc la relation, c'est N sinus R', c'est égal à sinus I'. Sinon, sinus I', c'est N sinus R'. Alors pourquoi? Rappelons que pour le prisme, comme pour la lame à face parallèle, tous les angles qui sont à l'intérieur du prisme, on les désigne par la lettre R, et tous les angles qui sont à l'extérieur, on les désigne par la lettre I. Alors, pour la face 2, l'angle d'incidence, c'est l'angle R', et l'angle de réfraction, c'est l'angle I'. Alors, la relation de Descartes, ce sera donc N sinus l'angle de l'incidence, c'est-à-dire sinus R', c'est égal à 1 sinus de l'angle de réfraction, c'est-à-dire sinus I'. Maintenant, on nous dit que le rayon émergent, c'est-à-dire le rayon qui sort par la face 2, il sera tangent à la seconde face. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il fera l'angle pi sur 2. Voilà le rayon tangent à la seconde face, c'est-à-dire qu'il fera l'angle I' égal à pi sur 2. Et si I' est égal à pi sur 2, cela veut dire que l'angle plutôt d'incidence R' est égal à L. La définition des angles limites. La face 2, c'est un dioptre Dn1. Si nous avons I' d'un côté, égal à pi sur 2 d'un côté, c'est-à-dire, si on a un angle pi sur 2 d'un côté, ça veut dire qu'on a l'angle limite L de l'autre côté. R' est égal à L, et L, on le calcule, c'est l'angle dont le sinus est égal à 1 sur n. Donc on va dire L égale à arc sinus 1 sur n. N c'est 1,59. Donc on calcule l'angle qui correspond dont le sinus est égal à 1 sur 1,59 et on trouve L égale 39 degrés. Bon, la question c'est de donner l'angle A. L'angle A c'est quoi? On sait par définition que A c'est égal à R plus R'. Et on remplace, donc R c'est égal à 0, R' égale à 39 degrés et du coup on écrit A égale à 39 degrés. On fait un autre exercice. L'exercice 2 nous dit un prisme en verre d'angle A égale à 30 degrés, A pour indice, N égale à 1,65. Alors, à partir de quelle incidence les rayons sortent-ils du prisme? Quelle serait alors leur déviation? Alors, pour cet exercice, on nous donne l'indice du prisme, on nous donne l'angle au sommet du prisme et on nous dit à partir de quel angle les rayons émergent-ils du prisme? Alors, à partir de quel angle d'incidence? C'est-à-dire, ils sont en train de parler de la deuxième condition d'émergence, qui est I doit être supérieur ou égal à I0. I0, c'est un angle que l'on calcule. On calcule le sinus de I0 par N sinus R0, et R0 étant égal à A moins N, donc
on obtient sinus I0 par n sinus A moins L. Une fois qu'on a obtenu I0, on dit qu'il y aura une émergence lorsque l'incidence sur la première face est supérieure ou égale à cet angle I0. Alors L, c'est l'angle limite qui est égal à arc sinus 1 sur n, c'est-à-dire c'est l'angle dont le sinus est égal à 1 sur le sinus sur l'indice de réfraction du prisme. Tout calcul fait, on obtient 37,30 degrés. Alors, puisqu'on a L, on a A, on a N, on peut trouver sinus I0 et donc obtenir I0 qui s'écrit qui vaut moins 12,1 degrés. Alors, on dira que les rayons émergent du prisme si I est supérieur ou égal à moins 12,1 degrés. Alors, la déviation, on sait que la déviation, elle est donnée par la relation D égale à I plus I' moins A. Alors, si, donc à partir de cette valeur I0 égale à moins 12,1 degrés, on a une émergence. Que vaut alors la déviation? C'est-à-dire, que vaut la déviation lorsque I est égal à I0? Et on a vu dans le cours que lorsque I est égal à I0, I' est égal à pi sur 2. Et lorsque I est égal à pi sur 2, I' égale à I0. I, c'est l'angle d'incidence sur la première face du prisme, et I', c'est l'angle d'émergence, c'est l'angle que fait le rayon émergent avec la normale à la deuxième face du prisme. I égale I0 et I' égale à pi sur 2, et donc I, D, ça s'écrit I0 plus pi sur 2 moins A, et ça vaut 48,5 degrés. Et on sait que cette valeur D, qui vaut 48,5 degrés, c'est la déviation maximale. La déviation D, on a vu dans le cours que la déviation passe par une valeur maximale lorsque I est égal à I0 ou lorsque I est égal à pi sur 2, et elle passe par une valeur minimale qu'on a considérée dans le cours. Alors on va faire une remarque et on va dire que ici on a considéré la deuxième condition d'émergence pour dire que les rayons émergent du prisme. Et on sait que il y a deux conditions d'émergence. Et la première condition d'émergence, elle est en fait vérifiée parce que A est inférieur ou égal à 2 fois L. A, la valeur de A, on la connaît, et L, on vient de la calculer. Et A, c'est inférieur ou égal à 2 fois la valeur de L qui vaut, le calcul de L, qui vaut 37,30 degrés. Voilà. Alors, un autre exercice, on nous dit soit un prisme d'angle au sommet 30 degrés et d'indice 1,5. Donnez les valeurs des angles d'incidence, d'émergence et de déviation dans les cas suivants: lorsqu'il y a une incidence rasante, lorsqu'il y a une incidence normale, émergence rasante, émergence normale et minimum de déviation, et faire un schéma correspondant à chaque cas. Alors, on répond. On commence par le premier cas, celui de l'incidence rasante. Alors, l'incidence rasante, ça revient à dire, ou bien ça se manifeste par un rayon qui arrive sur la première face et qui rase la première face, c'est-à-dire qu'il est tangent à la première face. Tangent à la première face, ça veut dire perpendiculaire à la normale, à la première face au point d'incidence. Alors on aura un angle d'incidence qui est égal à pi sur 2. Sauf que l'on sait que les angles I, I', R et R' devraient être affectés par un signe, ça veut dire un signe plus ou bien avec un signe moins. Alors on va considérer les deux cas où l'angle d'incidence est égal à plus pi sur 2 et l'autre cas lorsque l'angle d'incidence est égal à moins pi sur 2. Alors le premier cas, lorsque I est égal à pi sur 2, on représente, voilà. Donc ici notre prisme, la face 1 et la face 2, les sens positifs pour mesurer positivement, pour écrire positivement n'importe quel angle pour la face 1 I et R, et pour la face 2 I' et R'. Et là, le rayon incident en bleu, il rase la première face. Il est donc tangent à la première face et on voit bien qu'il fait un angle pi sur 2 avec la normale. Cet angle est effectivement positif. On le voit, comment qu'on oriente les angles. On se place, d'abord l'angle I, c'est l'angle entre la normale et le rayon en bleu qui est le rayon incident. Ensuite, on se place sur la normale et on oriente l'angle. Et on voit que la flèche qui correspond à l'angle I égale à pi sur 2, elle est dans le même sens que la flèche qui définit le sens positif pour la face 1. Donc on dira que I est positif. Sinon, voilà, donc sinon on peut dire, il y a une autre façon de lire les flèches. Alors on peut dire que pour la face 1, le sens positif, comme indiqué par la flèche en rouge, il est contraire à celui des aiguilles d'une montre, et l'angle I représenté sur la figure
et aussi orientée, la flèche elle est orientée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est une valeur positive puisqu'elle est conforme avec le sens positif adopté pour la face 1. Alors I égale à pi sur 2, donc R est égal à L parce que la face 1 c'est un dioptre 1N. Le rayon incident arrive dans l'air, I se réfracte dans le prisme d'indice N, et bon, ça c'est quel que ce soit un dioptre 1N ou bien un dioptre N1, l'essentiel, on sait que par rapport aux angles limites, si nous avons d'un côté un angle égal à pi sur 2, que ce soit incidence ou réfraction, alors de l'autre côté, l'angle qui sera donc, ou si on a une incidence pi sur 2, ça veut dire que l'angle de réfraction sera L. Si on a une incidence avec L, l'angle de réfraction sera égal à pi sur 2. Donc, comme on a dit dans le cours, c'est la définition même de l'angle limite. Alors, R égale à L, L c'est quoi? Comment on obtient L? L, c'est l'arc ou bien l'angle dont le sinus est égal à 1 sur N, c'est-à-dire on calcule donc le sinus de l'angle L, c'est égal à 1 sur N, et L, c'est cet angle qui a ce sinus-là. On a N, on peut obtenir donc l'angle R qui est égal à 41,8 degrés. On représente donc le rayon réfracté en vert qui fait l'angle L avec la normale, et on vérifie que effectivement cet angle est positif parce que l'orientation de l'angle R qui est égal à L, elle est dans le sens positif, c'est-à-dire que l'angle R, on se place sur la normale et on oriente la flèche, et cette flèche, elle est dans le même sens que celle de I, qui est déjà positif, ou bien elle est dans le même sens que celle du sens positif adopté pour la face 1. Il faut faire attention lorsque on trace les rayons réfractés et les rayons incidents pour le prisme. Alors il ne faut pas oublier que si nous avons le rayon incident dans un quart de plan, le rayon réfracté doit se faire ou bien être tracé dans le quart de plan qui est opposé par le sommet avec le quart de plan qui contient le rayon incident. Parce que facilement, on fait des erreurs en plaçant le rayon réfracté qui est représenté en vert. Maintenant, ce rayon réfracté, il est incident, il devient incident sur la face 2. Ce rayon vert, il devient incident sur la face 2. Et l'angle d'incidence sur la face 2, c'est l'angle R'. Et R et R' sont reliés par la relation A égale à R plus R'. Donc, on peut évaluer R' qui est égal à A moins R, c'est-à-dire A moins L, c'est-à-dire R0. R0, on n'oublie pas que dans le cours, on a désigné par R0 l'angle qui vaut A moins L. On le calcule et on obtient moins 11,8 degrés. On le représente sur la figure, d'abord avec une normale au point d'incidence sur la face 2, ensuite on désigne l'arc de cercle qui correspond à R', et on oriente cet arc de cercle en partant de la normale, comme suit. R0, pour la valeur, ça vaut moins 11,8, donc c'est négatif. On vérifie, effectivement, il est négatif. Alors pourquoi? La flèche qui correspond à R0, elle est contraire, elle est dans le sens contraire au sens positif adopté pour la face 2. Le sens d'une autre manière, le sens positif adopté pour la face 2, c'est le sens des aiguilles d'une montre, et la flèche de R0, c'est le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, donc c'est négatif. Alors, ce rayon réfracté en vert qui arrive, donc il est réfracté par rapport à la face 1 et qui devient incident par rapport à la face 2, il va se réfracter par rapport au dioptre 2, par rapport au dioptre N1, la face 2 qui est le dioptre N1, il va se réfracter et sortir dans l'air. Alors, quel est l'angle avec lequel il va sortir? L'angle de réfraction qu'on désigne par I'. La relation, elle est toute simple. On sait que sinus I' égale à N sinus R'. Alors, R' c'est égal à R0. Donc, sinus I' c'est N sinus R0. Et N sinus R0, ce n'est rien d'autre que sinus I0. Et donc, I', tout calcul fait, on obtient ces moins 18 degrés et on le désigne par I0. On a vu dans le cours que on désigne par R0 l'angle A moins L et on désigne on désigne par R0 l'angle A moins L et on désigne par I0 l'angle dont le sinus est égal à N sinus A moins L ou bien N sinus R0. On représente cet angle, le rayon qui émerge, le rayon qui fait l'angle I' avec la normale à la face 2. Voici, donc c'est un angle positif, parce qu'il est plutôt négatif, parce qu'il est dans le même sens que celui de R0, c'est-à-dire il est dans le sens contraire au sens positif adopté pour la face 2.
Nous avons donc trouvé le rayon incident en bleu sur la face 1 et le rayon émergent en rouge sur la face 2. Il nous reste la déviation. La déviation, par définition d'abord, c'est I plus I' moins A. On la calcule et on obtient 42 degrés. On remplace I et I' par leur valeur. Et on sait que, on a vu dans le cours que lorsque on arrive avec I égale à pi sur 2, on sort avec I' égale à I0 et la déviation, c'est une déviation maximale. Voilà un rappel, donc cette déviation que l'on va représenter sur la figure, c'est une déviation maximale. Alors pour obtenir, pour schématiser, pour représenter cette déviation sur la figure, on doit d'abord prolonger le rayon incident, c'est-à-dire le rayon bleu, et le rayon émergent, c'est-à-dire le rayon rouge. On les prolonge de sorte à faire un point d'intersection. Voilà, on a prolongé le rayon incident et le rayon émergent. Maintenant, l'intersection de ces deux rayons, et donc, en quelque sorte, on fait une translation des vecteurs émergents et incidents de sorte à ce qu'il ait le même sommet. Alors, à ce moment-là, on représente D, qui est l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent. Alors, le deuxième cas, c'est lorsque I est égal à moins pi sur 2. On le représente, voilà. Ici, donc sur la figure, nous avons le rayon incident, c'est en bleu. Il est tangent, il rase la face 1, il est tangent à la face 1. Et il fait l'angle moins pi sur 2 parce qu'on se met d'abord sur la normale, on oriente l'angle en allant vers, donc on oriente l'angle en partant de la normale. Et l'angle, on voit bien que l'angle, la flèche qui correspond à l'angle égal à moins pi sur 2, l'angle I, elle est dans le sens contraire à la flèche qui définit le sens positif pour la face 1. Alors si I égale à moins pi sur 2, obligatoirement R est égal à moins L. On s'attend à ça. Lorsqu'on a l'angle pi sur 2 d'un côté, nous avons L de l'autre côté. Et bien sûr, lorsqu'on a pi sur 2, moins pi sur 2 d'un côté, on a moins L de l'autre côté. Mais on peut le vérifier. On sait que sinus I égale à N sinus R. Et donc, sinus R, c'est égal à sinus I sur N. Comme sinus I, c'est égal à moins 1, puisque I est égal à moins pi sur 2, on va dire sinus R égale à moins 1 sur N. Alors, dans le premier cas, on a dit que l'angle L, c'est l'angle dont le sinus est égal à 1 sur N. Et donc là, on a R, c'est l'angle dont le sinus est égal à moins 1 sur N, c'est-à-dire c'est moins L. Donc on va dire que R est égal à moins L, c'est-à-dire moins 41,8 degrés. On représente le rayon réfracté sur la face 1 qui fait l'angle moins L avec la normale. Et cet angle, il est négatif. Pareil, parce que la flèche, elle est orientée dans le sens contraire à celui qui convient, qui donne des valeurs positives pour les angles, ce sens adopté sur la face 1. Maintenant, ce rayon vert, qui est incident réfracté pour la face 1, il devient incident sur la face 2. Et il va faire une incidence avec l'angle R'. R', c'est égal à A moins R, c'est-à-dire que R', c'est égal à A moins, puisque R c'est égal à moins L, c'est-à-dire A moins L, ça donne A plus L, ça vaut 71,8 degrés. On représente l'angle R', comme sur la figure, on vérifie bien que cet angle il est positif puisqu'il est orienté dans le sens positif adopté pour la face 2. Maintenant, est-ce que ce rayon incident sur la face 2 va émerger du prisme, c'est-à-dire est-ce qu'il va sortir et donner un réfracté dans l'air? Non, parce que R' est supérieur à L. Et la face 2, c'est quoi la face 2? C'est un dioptre N1, c'est-à-dire l'incidence, elle est dans le milieu le plus réfringent. Et dans le cours, on avait dit que lorsque l'incidence, elle est dans le milieu le plus réfringent, l'angle limite dont il s'agit, c'est l'angle de réflexion totale. Et cet angle de réflexion totale, c'est-à-dire c'est l'angle d'incidence qui, lorsqu'il dépasse une certaine limite, à ce moment-là, on a une réflexion totale. Ici, l'angle d'incidence, c'est R'. R', il a dépassé la limite, donc on aura une réflexion totale. Et on aura donc la figure, la réflexion totale, c'est un rayon en mauve. Il fait le même angle avec la normale que l'angle d'incidence R'. Là, on va dire que le rayon n'émerge pas du prisme, donc le rayon ne sort pas. On considère le deuxième cas, celui de l'incidence normale. Alors, quand on dit que l'incidence est normale, cela revient à dire que le rayon incident est perpendiculaire à la première face du prisme. Autrement dit, comme on a vu dans le cours, que I est égal à 0. On le représente, on voit
Le rayon bleu, c'est le rayon incident, il est perpendiculaire à la première face du prisme, et l'angle I, c'est l'angle qui est entre la normale et le rayon incident. Alors ici, la normale et le rayon incident sont confondus, c'est pour cela que l'angle I est égal à 0. Alors, si I est égal à 0, puisqu'on sait que sinus I égale à n sinus R, alors R est égal à 0. Et cela veut dire que le rayon réfracté, qu'on représente en vert, il est aussi il est dans le prolongement du rayon incident. On voit bien qu'il fait l'angle R égale à 0 sur, avec donc R égale à 0 avec la normale. Donc le rayon réfracté, il est aussi perpendiculaire à la face 1. Et ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réfraction pour la face 1, le rayon incident et le rayon réfracté. Il n'y a pas de réfraction, on n'a pas eu de déviation du rayon incident par rapport au rayon incident. Alors, pour la face 1, donc le rayon vert, il est réfracté. Il devient incident sur la face 2. Pour avoir l'angle d'incidence qui est égal à R', on va partir de la relation A égale à R plus R', c'est-à-dire que R' est égal à A moins R. R égale à 0, donc R' égale à A, c'est-à-dire 30 degrés. On représente cet angle-là sur la face 2. Donc R', c'est l'angle qui est représenté sur la figure, qui est orienté dans le sens positif, parce qu'on part de la normale et on trouve qu'il est dans le même sens, le sens de R', il est dans le même sens que que le sens positif adopté pour la face 2. Donc effectivement, il est positif. Alors, pour l'angle, il nous reste à calculer l'angle I'. Voilà. Alors, le rayon vert, qui est incident sur la face 2, il va se réfracter dans l'air. Il va sortir avec un angle I', et la relation entre R' et I', c'est sinus I', sinus R' égale à n, plutôt n sinus R' égale à sinus I'. Et donc on peut calculer, on remplace R' par sa valeur, on a n et on obtient I' égale à 48,6 degrés. C'est donc un angle aussi positif. On le place sur la figure et on vérifie qu'il est vraiment positif. Oui, il est positif parce qu'il est orienté dans le sens positif qui est adopté pour la face 2. Il nous reste la déviation. La déviation, comme on le sait, c'est I plus I' moins A. On remplace I par sa valeur et I' par sa valeur et on trouve D égale à 18,6 degrés. On représente la déviation sur la figure. Alors la déviation, c'est l'angle entre le rayon incident en bleu et le rayon émergent en rouge. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prolonge les deux rayons et on les fait se rencontrer. On obtient l'angle qui est la déviation. Et l'angle, c'est l'angle entre le vecteur incident et le vecteur émergent. C'est-à-dire que on fait une translation, une fois qu'on a prolongé, on fait une translation du vecteur incident et une translation du vecteur émergent de sorte à ce qu'il ait la même origine. Et l'angle, c'est entre les deux vecteurs. Alors, on prolonge le rayon. Donc, le rayon bleu, il est déjà prolongé. Donc, c'est le rayon vert. Et après, on sort avec le même prolongement. Et D, c'est l'angle entre le rayon rouge et le prolongement du rayon bleu. Maintenant, on va parler de l'émergence rasante. Alors, l'émergence rasante, on a vu tout à l'heure l'incidence rasante. Et on a dit que l'incidence rasante, c'est-à-dire que le rayon, il arrive tangent à la face 1 en faisant un angle pi sur 2 avec la normale, et on a deux cas de figure, ou bien I égale à pi sur 2, ou bien I égale à moins pi sur 2. Alors la même chose pour l'incidence rasante, on va dire que le rayon, il va sortir par la face 2, il va sortir avec l'angle I', qui fera égal à donc pi sur 2, mais cet angle I', il peut être positif comme il peut être négatif. On commence par le premier cas où I' est positif, c'est-à-dire plus pi sur 2. On le représente. Donc la face 1 et la face 2, et on représente le rayon rouge qui représente le rayon émergent du prisme, et ce rayon rouge, il fait l'angle I' égale à pi sur 2 avec la normale. Il est positif parce qu'il est la flèche qui correspond à I', on oriente I' en partant de la normale. Alors la flèche qui correspond à I', elle tourne dans le sens positif qui est adopté pour la face 2. Alors, si I' égale à pi sur 2, ça veut dire que R', parce que pour la face 2, les angles sont I' et R'. R' c'est l'angle d'incidence et I' c'est l'angle de réfraction. Alors si I' égale à pi sur 2, forcément R' est égal à L. Voilà. Et L, on le calcule, c'est 41,8 degrés. Donc sinus L, donc L c'est l'arc dont le sinus est égal à 1 sur N, c'est 41,8 degrés. Alors on vient déjà de calculer L dans la diapo précédente.
Alors, on représente l'angle R' qui est égal à L, et cet angle, le rayon donc incident sur la face 2 qui est réfracté par rapport à la face 1, le rayon envers, il fait l'angle R' qui est positif, il est orienté dans le sens positif. Cet angle, c'est 41,8 degrés. Alors, ce rayon incident sur la face 2, il joue le rôle d'un rayon réfracté pour la face 1. Et la réfraction sur la face 1, elle se fait avec l'angle R. La relation qui relie R à R', c'est A égale à R plus R'. C'est-à-dire que R' égale à A moins R, c'est-à-dire R' égale à A moins L. Et on sait que A moins L, c'est R0. On calcule et on trouve moins 11,8 degrés. On représente cet angle R. Plutôt, je reprends, là, on a dit A égale à R plus R', donc R égale à A moins R', parce que là, on veut calculer R, on ne veut pas calculer R'. Alors, R égale à A moins R', c'est-à-dire A moins L. R égale à A moins L, c'est-à-dire que R est égal à R0. Cet angle R0 représenté sur la figure, il est négatif. Pourquoi? La flèche de R0, elle n'est pas dans le sens positif adopté pour la face 1, parce que là on parle de la face 1. Alors la flèche de R0 n'est pas dans le sens positif, donc c'est pour cela que R0 est négatif. On a trouvé R pour la face 1, il nous reste à trouver I pour la face 1. Alors la relation, c'est sinus I égale à N sinus R, c'est-à-dire que sinus I égale à N sinus R0, puisque R égale à R0 pour la face 1, sinus N sinus I0, R0, c'est égal à sinus I0. Sinus I égale à sinus I0, ça revient à dire que I est égal à I0. On calcule et on obtient moins 18 degrés. Voilà, I0 c'est moins 18 degrés, c'est un angle négatif aussi, parce que la flèche de I0, elle tourne dans le sens qui est dans un sens contraire au sens positif adopté pour la face 1. Là, on a reproduit le cas du cours. Le rayon incident en bleu, il arrive avec I0 et le rayon émergent en rouge sort avec pi sur 2. Alors, la déviation D. La déviation D, on s'attend à ce qu'elle soit maximale parce que lorsque I est égal à I0, I' égale à pi sur 2 et la déviation est maximale. Donc, D c'est I plus I' moins A, on remplace et on trouve 42 degrés et c'est une déviation maximale. Pour la représenter, on va prolonger le rayon bleu qui est incident et on prolonge le rayon rouge qui est émergent, voilà, et ils se rencontrent. Donc le prolongement du rayon rouge et le prolongement du rayon bleu, ils se rencontrent, le point d'intersection de leur rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le vecteur rouge, on le met, donc on lui fait une translation sur la ligne qui le porte, et on ramène le vecteur bleu, on lui fait une translation sur la ligne qui le porte, et l'angle D, c'est l'angle entre les deux vecteurs rouge et bleu. Le voici, l'angle de déviation D. Cette déviation, elle est maximale. Alors, le deuxième cas de l'émergence rasante, c'est lorsque I' est égal à moins pi sur 2. On va étudier ce cas. Alors, on représente sur la figure et on voit que l'angle I' est égal à moins pi sur 2 parce que déjà, l'angle, on représente, comme on voit sur la figure, le rayon émergent, il rase la deuxième face, il fait un angle pi sur 2 avec la normale, il est tangent à la première face, à la deuxième face plutôt, et l'angle I', en l'orientant en partant de la normale, on voit bien que le sens de I', il est contraire au sens positif adopté pour la face 2. Et donc, I' est égal à moins pi sur 2. Alors, si I' est égal à moins pi sur 2, automatiquement, R' est égal à moins L. C'est-à-dire moins 41,8 degrés. On représente le rayon incident sur la deuxième face. Ce rayon incident sur la deuxième face qui est en vert, puisque R' c'est l'angle d'incidence et I' c'est l'angle de réfraction. Il fait l'angle moins L et cet angle-là, il est négatif. On le voit bien parce que la flèche de R' qui est égale à moins L, elle tourne dans un sens opposé à la flèche qui correspond au sens positif adopté pour la face 2. Alors, le rayon qui est incident sur la face 2, ce rayon vert, il est réfracté, il est normalement réfracté par la face 1. Et l'angle qu'il fait avec la face 1, c'est l'angle R. Alors la relation entre R et R', c'est R plus R' égale à A. Donc R' égale à A, plutôt R égale à A moins R', c'est-à-dire A moins L, c'est-à-dire A plus L. Et c'est égal à 71,8 degrés. On représente cet angle R
Donc je viens de dire, je reprends, R c'est égal à A plus L, puisque c'est égal à A moins R', et R' c'est moins L. Alors cet angle c'est plus 71,8 degrés. Alors, est-ce qu'on doit accepter cet angle R qui représente normalement une réfraction sur la face 1? Est-ce qu'on accepte la valeur de R supérieure à L? Non, R supérieur à L est une valeur inacceptable. Pourquoi? Parce que la face 1, c'est un dioptre 1N. Donc l'incidence, si elle se fait, elle devrait se faire donc, dans le milieu le moins réfringent. Cela veut dire que l'angle de réfraction est un angle de réfraction limite. C'est-à-dire que la réfraction ne doit pas dépasser la valeur R égale à L. Donc, et là, on trouve que l'angle de réfraction, il dépasse R égale à L. Voilà, donc je reprends. La face 1, c'est un dioptre 1N, et donc l'angle de réfraction ne doit pas dépasser la valeur L qui est de 41,8 degrés. Alors, le fait de dire que R, c'est l'angle de réfraction, n'est pas acceptable parce que c'est une valeur qui est supérieure à l'angle limite permis pour la face 1 qui est un dioptre. Donc, c'est une valeur rejetée. Bien, donc on ne peut pas avoir une incidence sur la face 1, une incidence dans l'air, avec une réfraction, avec un rayon émergent qui émerge dans l'air avec une émergence rasante. Sauf si la face 1 est un miroir. Alors, si la face 1 est un miroir, alors on reprend la figure et on représente la face 1 comme étant un miroir. Alors, le rayon vert qui est représenté sur la face 1, ça devient un rayon de réflexion. C'est-à-dire, on va dire que dans ce cas de figure, on aura une incidence qui fera l'angle R avec la normale à la face 1. L'incidence, elle est dans le prisme, comme suit I égale à R. Alors, dans ce cas-là, si la face 1 est un miroir, alors le rayon incident qui est en bleu, il fait l'angle R avec la normale, il est dans le prisme, donc on envoie le rayon incident dans le prisme, dans la matière du verre, et ensuite ce rayon incident, il se réfléchit, donc le rayon réfracté, qu'on appelait rayon réfracté pour la face 1, il devient rayon réfléchi par la face 1 qui devient un miroir. Le miroir, il est représenté avec une face réfléchissante en noir et une face non réfléchissante en rose. Alors ce rayon réfléchi, il fait ensuite une incidence sur la face 2, et ensuite il sort de la face 2 avec une émergence rasante. Mais ce n'est pas le cas, on ne nous a pas dit que le prisme a une surface argentée, par exemple. Là, on n'a pas dit que la face 1 est une face argentée pour le prisme. C'est le cas général. Donc, l'émergence avec l'angle I' qui est égal à moins pi sur 2 reste inacceptable. On considère maintenant le cas de l'émergence normale. L'émergence normale, c'est-à-dire que le rayon qui émerge du prisme qu'on a représenté jusque-là par un rayon rouge, alors ce rayon-là, il va sortir perpendiculairement à la face 2. S'il sort perpendiculairement à la face 2, ça veut dire qu'il fera l'angle 0 avec la normale à la face 2. I' égale à 0. On le représente. Le rayon émergent, il est porté par la normale, donc le rayon émergent et la normale sont confondus, et donc l'angle qui existe entre le rayon rouge qui est émergent et la normale, c'est un angle égal à 0. Alors, si I' est égal à 0, on parle de la face 2, alors obligatoirement R' est égal à 0, parce que I' et R' sont reliés par la relation sinus I' égale à n sinus R'. On représente donc le rayon qui est incident sur la face 2, et ce rayon en vert, il fait l'angle 0 aussi avec la normale. Alors, ce rayon vert qui est incident sur la deuxième face, il est en fait réfracté par la face 1. Il est réfracté avec l'angle R, et la relation entre R et R', c'est A égale à R plus R', et donc R égale à A moins R', c'est-à-dire A moins 0, et donc R égale à A, c'est-à-dire 30 degrés, puisque A c'est 30 degrés. On représente le rayon, donc plutôt l'angle R qui correspond au rayon réfracté par la face 1, et cet angle R c'est positif, il est dans le sens positif adopté pour la face 1. Voilà, donc je reprends, l'angle R c'est l'angle que fait le rayon réfracté par la face 1, et cet angle-là, il est positif.
Bien, il nous reste maintenant l'angle d'incidence sur la face 1. La relation entre l'angle d'incidence sur la face 1 qui est I et l'angle de réfraction par la face 1 c'est R, c'est sinus I égale à N sinus R. Nous avons R, nous avons N, donc on trouve que I est égal à 48,6 degrés. On le représente, voici I qui vaut 48,6 degrés et il est positif parce qu'il est orienté dans le sens positif. Reste la déviation. La déviation c'est I plus I' moins A. On remplace et on trouve 18,6 degrés. Alors pour représenter la déviation, c'est toujours le même principe. Le prolongement du rayon bleu qui est incident, il rencontre donc le prolongement de ce rayon bleu et le prolongement du rayon rouge qui est émergent. Ils se rencontrent. Au point de rencontre, on a la déviation D. La voici comme représenté sur la figure. Alors, le dernier cas, c'est le minimum de déviation. Alors, le minimum de déviation, on l'a vu dans le cours et on sait que, on rappelle le cours, lorsque on a un minimum de déviation, alors l'angle d'incidence, le rappel du cours, l'angle d'incidence est égal à l'angle d'émergence, c'est-à-dire I égale à I' égale à IM, et l'angle R égale à R' est égal à RM. Et on a dit que dans le cas de du minimum de la déviation, nous avons, donc ça c'est le rayon incident qui est en bleu, alors le rayon réfracté par la face 1 et qui est aussi incident sur la face 2, alors ce rayon qu'on représente par en vert, il est perpendiculaire comme suit à AZ qui est la bisectrice de l'angle A. On le représente donc, et RM c'est l'angle entre ce rayon réfracté et la normale à la face 1. Et on a vu aussi que RM c'est égal à A sur 2 et RM c'est le même angle et cet angle là donc j'écris RM égale à A sur 2 c'est égal à 15 degrés et cet angle RM c'est aussi l'angle d'incidence avec la face 2 et l'angle de réfraction sur la face 1 c'est aussi l'angle d'incidence sur la face 2. Alors pour l'angle avec lequel donc l'angle d'émergence c'est l'angle entre le rayon émergent et le rayon incident. D'abord, on calcule IM, puisqu'on a IM et RM, et on sait que sinus IM égale à N sinus RM. Alors, tout calcul fait, puisque nous avons RM et nous avons N, on trouve que IM égale à 22,8 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On dit on avait dit dans le cours que le rayon incident en bleu et le rayon émergent en rouge sont symétriques par rapport à AZ et ils font le même angle avec chacun avec sa normale. Et on le voit sur la figure IM qui sont donc c'est le même angle et le rayon bleu et le rayon rouge sont symétriques par rapport à AZ. Reste la déviation. La déviation c'est égal à I plus I' moins A puisque I est égal à I' égale à IM. Donc déviation D c'est 2 fois IM moins A et c'est 15,68 degrés et on la représente sur la figure comme représenté donc sur la figure. L'exercice suivant nous dit à quelle relation doit satisfaire l'indice n d'un prisme rectangle isocèle utilisé dans les conditions de la figure pour que l'on se retrouve dans le cas d'une réflexion totale et comment se comporte alors le prisme. Alors le prisme il est rectangle isocèle, il a l'indice n, il se trouve dans l'air. On reproduit la figure qui nous a été donnée, il est rectangle, c'est-à-dire qu'il a un angle droit et il est isocèle. Isocèle, c'est-à-dire qu'il a deux côtés égaux et deux angles égaux. Les deux angles égaux valent chacun 45 degrés. La somme des angles, c'est pi d'un triangle. Pi moins pi sur 2 qui est l'angle droit. Il nous reste pi sur 2. Les angles sont égaux, donc les deux angles égaux valent chacun 45 degrés. Alors, on considère la face 1 par laquelle arrive le rayon incident. La face 1, donc c'est un dioptre 1n. Alors, pour cette face 1, on voit bien que nous avons une incidence normale. Le rayon, il arrive perpendiculairement à cette face 1. Comme l'incidence est normale, la réfraction, ça veut dire que l'angle d'incidence est égal à 0, puisque l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Et si I est égal à 0, alors R est égal à 0. On représente sur la figure en changeant les couleurs des rayons pour les distinguer. Alors le rayon en rouge, c'est le rayon incident qui arrive avec I égale à 0. Le rayon en vert, c'est le rayon donc, qui n'a pas été réfracté parce que R est égal à 0. Ensuite, le rayon bleu, c'est le troisième rayon qu'on va considérer par la suite. Alors, ce rayon vert, il parvient au niveau de la face 2. La face 2, c'est le dioptre N1.
puisque l'incidence, donc il parvient au niveau de la phase 2, c'est-à-dire qu'il fait une incidence sur la phase 2, et donc la phase 2, c'est le dioptre DN1, et ce rayon, donc, il a un angle d'incidence. L'angle d'incidence, pour l'avoir, il faut qu'on mette la normale au niveau du point d'incidence, et puis l'angle, c'est entre le rayon vert et la normale. Il vaut R', on voit bien que R', il vaut 45 degrés, c'est notre angle d'incidence. Pourquoi il vaut 45 degrés? Parce que les côtés de l'angle R' sont perpendiculaires aux côtés de l'angle 45 degrés, l'angle qui est en haut, qui est représenté là où c'est écrit 45 degrés, juste en dessus de N. Alors les côtés de cet angle-là sont perpendiculaires aux côtés de l'angle R'. Voilà. Maintenant, on voit très bien sur la figure que le rayon vert, il ne sort pas, il ne subit pas une réfraction au niveau du dioptre DN1, il reste, donc il va subir une réflexion totale. Voilà. Pourquoi il subit une réflexion totale? Parce que l'angle entre le rayon réfléchi qui est en bleu et la normale, il vaut aussi 45 degrés. Parce que on va très bien, donc cet angle qui vaut 45 degrés, c'est égal à l'angle R', mais on sait que la réflexion totale, c'est lorsque nous avons le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le même milieu et ils font le même angle avec la normale. Alors, cette réflexion totale, normalement, le rayon vert, il arrive sur le dioptre DN1. Normalement, il devrait se réfracter en sortant dans l'air. Alors là, on voit qu'il ne se réfracte pas, il se réfléchit, il reste dans le prisme. Alors, et pour avoir une réflexion totale, puisque le dioptre, la phase 2 est un dioptre DN1, donc l'incidence elle est dans le milieu le plus réfringent, on sait qu'on a une réflexion totale lorsque l'angle d'incidence est supérieur à L. Et pour nous, l'angle d'incidence c'est R'. Donc on va dire, on a une réflexion totale. Pour ça, il faut que R' soit supérieur à L. L, c'est l'angle limite dont le sinus est égal à 1 sur N. Alors, dire que R' est supérieur à L, ça revient à dire que sinus R' est supérieur à sinus L. Sinus L, c'est 1 sur N, donc ça revient à dire sinus R' est supérieur à 1 sur N, d'où que N est supérieur à 1 sur sinus R'. R', c'est 45 degrés. Donc 1 sur sinus 45 degrés, c'est presque égal à 1,41. Et donc, la relation à laquelle doit satisfaire l'indice N de ce prisme pour qu'on ait une réflexion totale, c'est N supérieur à 1,41 et le prisme se comporte alors comme un miroir. L'exercice 5, on dit une lame à face parallèle d'épaisseur 3 cm et d'indice 1,5 est argentée sur sa deuxième face. À 20 cm de la première face se trouve un objet plan vertical AB. La première question, déterminer les images successives de AB, donner la position et la grandeur de l'image définitive A'B'. Et la deuxième question, montrer que quelle que soit la distance de l'objet AB par rapport à la première face, son image A'B' lui sera symétrique par rapport à un plan que l'on déterminera. On répond. On commence par la première question. Voici donc la lame à face parallèle d'épaisseur 3 cm, l'indice du verre c'est N, et une des faces de cette lame a été argentée, donc on obtient un miroir représenté donc à la surface non réfléchissante de ce miroir qui est en rose, et nous avons l'objet AB qui est devant cette lame. Alors, l'objet AB, il va émettre des rayons lumineux. On va considérer le point A, et ensuite, tout ce qu'on fait pour le point A, on le fera pour le point B. Alors, le point A, c'est un point objet qui va envoyer un rayon incident. Alors, ce rayon incident, il arrive dans l'air, et donc notre dioptre, c'est le dioptre 1N. Et par rapport donc au dioptre 1N, l'objet AB va nous donner l'image A1B1. Alors, pour construire l'image A1 du point A, on construit le rayon réfracté, et on voit bien que le rayon réfracté fait un angle de réfraction plus faible que l'angle d'incidence, parce que on passe de 1 à N. Rappelons que lorsqu'on a un dioptre DN1, N2, si N1 est inférieur à N2, donc R est inférieur à I. Maintenant,
pour construire l'image A1, d'abord on doit abaisser une normale à partir de l'objet sur, donc cette normale on l'abaisse sur le dioptre et on va désigner par O1 le point de rencontre de cette normale avec le dioptre. Ensuite on prolonge le rayon réfracté, c'est-à-dire le rayon de couleur orangée, et la rencontre de ce prolongement avec la normale, c'est le point A1. Et on écrit O1 avec l'accolade, la technique pour trouver la position de A1, on écrit O1, le point de rencontre, l'accolade, ensuite A qui est objet réel et qui nous donne A1, c'est une image virtuelle, et en dessous de A on met 1 et en dessous de A1 on met N parce que le dioptre c'est D1N. Ensuite on va dire que O1A sur 1, c'est-à-dire O1A, c'est égal à O1A1 sur N, d'où que O1A1 c'est égal à N fois O1A. Alors, le rayon réfracté qui est de couleur orangée, il fait une incidence sur le miroir. Donc on va travailler par rapport au miroir. Alors ce rayon réfracté par rapport au dioptre 1N, il devient incident par rapport au miroir. Alors si on a un rayon incident, il lui faut son objet. Le point A1, donc ce rayon incident de couleur orangée, il semble provenir du point A1. Le point A1, n'oublions pas, c'est une image virtuelle. Alors on va dire que le point A1 va jouer le rôle d'un objet réel par rapport à ce miroir M. Et voilà. Et ensuite, maintenant, puisque nous avons un miroir, on dira donc que on va obtenir l'image de A1, B1 par rapport au miroir, et cette image, ce sera A2, B2. Je rappelle qu'on n'a pas encore construit le point B1, l'image de B, etc. Mais tout ce qu'on fait pour A, on le fait pour B en faisant juste une translation. C'est-à-dire, on a de A vers AB, c'est une translation dont le vecteur AB est perpendiculaire donc à l'axe envers. La même chose donc pour B. Donc si on obtient A1 pour A, on aura B1 pour B. Et B1, il sera donc, avec le vecteur A1, B1, il sera égal au vecteur AB. C'est juste une translation. Alors, c'est un miroir, donc on va réfléchir le rayon incident, qui est donc de couleur orangée. On obtient le rayon rouge. Ensuite, on abaisse une normale à partir du point objet qui est A1. Cette normale, on l'abaisse sur le miroir et le point de rencontre, c'est le point O2. Ensuite, on prolonge le rayon réfléchi jusqu'à ce qu'il vienne rencontrer cette normale. Et l'intersection donc de cette rencontre, c'est le point A2. Et on dira donc A1, c'est un objet réel, puisqu'il est devenu réel, il joue le rôle d'un objet réel, par rapport au miroir, va nous donner A2, qui est une image virtuelle. On a vu dans le cours que l'objet réel, par rapport au miroir, donne une image réelle. Et l'objet virtuel donne une image réelle, et l'objet réel donne une image virtuelle. Et A1 et A2 sont symétriques par rapport au miroir, c'est-à-dire que O2A1 égale O2A2. Alors, ce rayon rouge qui est réfléchi par le miroir, il devient incident par rapport à la surface plane qui sépare l'indice, le vert, de l'air. Et comme ce rayon rouge arrive dans le vert, donc on a un dioptre DN1. Et par rapport à ce dioptre DN1, on aura une image A'B' qui sera l'image définitive. Alors, ce rayon incident, il lui faut un objet. Il semble provenir de A2 et on dira donc que A2 va jouer le rôle d'un objet réel par rapport au dioptre DN1. Et je reprends. Donc à partir, je rappelle, je redis ce que je viens de dire, que A2B2 va nous donner l'image A'B' par rapport au dioptre DN1. Bien, alors, comme on a fait, donc d'abord nous avons le rayon incident, comme on a l'habitude de faire, nous avons le rayon incident, c'est le rayon rouge. Ce rayon rouge va se réfracter. D'abord, on abaisse une normale à partir de l'objet sur le dioptre considéré. L'objet c'est A2, le dioptre c'est DN1. Le point de rencontre de la normale, elle existe déjà, et le point de rencontre, c'est le point O1. Ensuite, on prolonge, d'abord on construit le rayon réfracté, ensuite, donc le rayon réfracté, d'abord une parenthèse, il sort avec un angle de réfraction plus grand que le rayon incident, parce que le dioptre c'est DN1, c'est-à-dire on passe de plus réfringent à moins réfringent. Si N1 est supérieur à N2, donc R est supérieur à I. Ensuite, on prolonge le rayon réfracté jusqu'à ce qu'il rencontre la normale, et le point de rencontre, c'est le point A', et on écrit
O1 par rapport à O1, nous avons A2, c'est un objet réel qui nous donne A' qui est une image virtuelle, et N, donc en dessous de A2 on met N et en dessous de A' on met 1. Et on écrit O1 A2 sur N égale à O1 A'. Maintenant, on va faire pour la construction, on revient à la construction de l'image B, on aura, comme on a eu A', A2, A1, on aura B', B2 et B1, c'est-à-dire, puisqu'on voit bien que de A jusqu'à B, nous avons une translation. Alors, on redessine un axe envers parallèle, horizontal, qui est parallèle à l'axe qui contient A1, O1, etc. Et cet axe, il contient le point B. Et puis, on procède de la même manière. On ne va pas encombrer le schéma, mais par exemple, le rayon en vert foncé qui est émis de A, on va émettre un rayon parallèle en vert foncé émis de B. Et le chemin, donc la marche de tout rayon qu'on aura émis de A, on fait la même chose avec, on fait le même rayon, juste une translation, et on va émettre, donc on émet le même rayon à partir de B, en faisant juste une translation qui vaut à B. Et on obtient à chaque fois B1, B2 et B'. Voilà, B1, B2 et B'. On voit bien que AB, c'est égal à A1, B1, c'est égal à A', B', c'est A2, B2, parce que le miroir et le dioptre conservent les grandeurs. Donc, on reprend la figure, et comme on vient de le dire, parce que nous avions un miroir plan et qu'on a un dioptre plan, que les grandeurs de AB, les grandeurs des objets n'ont pas varié. C'est-à-dire, on va dire le dioptre et le miroir plan conservent les grandeurs des objets en écrivant AB, c'est A1, B1, c'est A2, B2, c'est A', B'. Alors, maintenant, par rapport, qu'est-ce qu'on vient de trouver par rapport au dioptre en 1N? On récapitule ce qu'on vient de trouver. Par rapport au dioptre 1N, nous avons trouvé que O1A1 c'est N O1A. Par rapport au miroir, on vient de trouver que O2A2 c'est O2A1. Et par rapport au dioptre N1, on vient de trouver que O1A' c'est O1A2 sur N. Alors, on va manipuler ces trois équations pour trouver la position de l'image définitive A' par rapport à la première phase, c'est-à-dire on va évaluer O1A'. Alors, on va poser O1A est égal à petit a, juste pour alléger l'écriture. Alors, on revient au dioptre D1N, on vient de trouver pour le dioptre D1N, on a trouvé O1A1, c'est N O1A, et ça devient O1A1 est égal à N fois petit a, puisqu'on remplace O1A par petit a. Maintenant, pour le miroir, on a O2A2, c'est O2A1, et on sait que O2A1, on regarde la figure de O2 jusqu'à A1, nous avons c'est de O2 jusqu'à O1, c'est-à-dire E plus O1 jusqu'à A1. Alors, O2A1 est égal à O2A2, et c'est égal à E plus O1A1. Et on vient de trouver pour le dioptre D1N, ci-dessus, donc la relation qui existe juste en dessus de celle dont on est en train de parler, on vient de dire que O1A1, c'est N fois petit a. Et donc, on va dire O2A2, c'est O2A1, c'est E plus O1A1, et c'est-à-dire E plus N fois A. Maintenant, pour le dioptre D1A, on vient d'écrire que O1A', c'est égal à O1A2 sur N. Maintenant, O1A2, on regarde la figure de O1 jusqu'à A2, c'est O1, O2, ça veut dire E, plus O2A2. Et donc, on écrit O1A', c'est E plus O2A2 sur N. Et de O2 jusqu'à donc et O2A2, alors ce sera donc de O2 jusqu'à A2, c'est égal, pour le miroir, on sait déjà que O2A2 c'est égal à E plus N1. On vient de trouver la relation dans le miroir. Donc on remplace O2A2 par E plus NA. Alors on aura E plus NA, c'est-à-dire 2E plus NA divisé par N. Ça revient à dire 2E sur N plus NA sur N, c'est-à-dire 2 plus A. Donc O1A' c'est 2E sur N plus A. Et voilà, donc de O1 jusqu'à A', on peut donc évaluer et trouver ces 24 cm. Voilà, puisqu'on a A, et c'est O1A, c'est 20 cm, on a l'épaisseur, c'est 3 cm, et N, c'est 1,5. Maintenant, la deuxième question, on nous dit démontrer qu'il y a un plan de symétrie que l'on déterminera. C'est-à-dire démontrer que AB, l'image AB, l'objet AB et l'image d'A'B' sont symétriques par rapport
a un plan de symétrie. Quelle que soit la position de AB, il y a toujours un plan de symétrie que l'on déterminera. Alors, on va considérer, on va dire que soit O, le point qui appartient au segment AA', d'abord on représente un petit peu dans l'échelle, c'est-à-dire on a de A jusqu'à O1 c'est 20 cm, de O1 jusqu'à O2 c'est 3 cm et de O2 jusqu'à A', donc on sait que de O1 jusqu'à A' c'est 24 cm, donc de O2 jusqu'à A' c'est 21 cm. Et on oriente l'axe, parce qu'on va utiliser les valeurs algébriques. C'est juste un choix. Pour le travail, on oriente l'axe. Maintenant, on considère le point O qui appartient au segment AA', qui se trouve donc sur le segment AA' et qui appartient au plan de symétrie. Si on nous dit qu'on a un plan de symétrie, ça veut dire que AB, A', B' sont symétriques. Maintenant, si O est un point de ce plan de symétrie et que O se trouve sur le segment AA', et ça veut dire que O il est au milieu de AA'. Et donc, si on utilise les valeurs algébriques, on dit que A jusqu'à O, AO, c'est égal à O, A'. Voilà. Reprenons AO, considérons AO, alors AO c'est égal, en utilisant la relation de Chasles, c'est AO1 plus O1O, c'est-à-dire de O1 jusqu'à donc A jusqu'à O1, alors de A jusqu'à O1, on vient de la trouver, c'est égal de la poser petit a. Bon, on explique ici, de A jusqu'à O1, c'est positif. De A jusqu'à O1, c'est dans le sens positif. Donc, c'est une valeur positive et on sait que la longueur de O1A, c'est petit a. Donc, on écrit AO, c'est petit a plus O1O. Maintenant, OA'. Alors, OA', en utilisant toujours la relation de Chasles, ça s'écrit OO1 plus O1A'. Alors, de O1 jusqu'à A', on vient de la trouver, c'est 2E sur N plus 1. Alors, on vient de trouver ça pour le dioptre D1A. On a écrit la distance pour 1A', c'est 2E sur N plus A. Maintenant, O1 jusqu'à A', c'est positif. Donc, la valeur algébrique, c'est égal à la distance. Et donc, OA', ça s'écrit OO1 plus 2E sur N plus A. Alors, si AO est égal à OA', cela revient à dire que A plus O1O, c'est égal à O1O. OO1 plus 2E sur N plus 1. On met l'égalité. Ensuite, on transpose d'un côté les valeurs algébriques et les valeurs littéraires, donc c'est-à-dire les paramètres de l'autre côté. On va dire que O1O moins OO1, c'est 2E sur N, puisque A et A s'en vont. Alors, O1O moins OO1, ça revient à dire O1O plus O1O, puisque moins OO1, c'est plus O1O. Ça veut dire 2 fois O1O, c'est égal à 2E sur N. Ça veut dire que O1O est égal à E sur N. Et on a trouvé donc la valeur algébrique de la position qui est donc entre O1 et le point O, qui est le point qui appartient à l'axe de symétrie. C'est une valeur positive, ça veut dire que de O1 jusqu'à E, ça va dans le sens positif. On calcule E sur N, on trouve ces 2 cm et on représente le point O1 sur la figure. C'est à peu près, on prend puisque O1 jusqu'à O2 c'est 3 cm, donc de O1 jusqu'à O c'est 2 cm. Voilà. Et on a donc démontré que AB et A'B' sont symétriques par rapport au plan qui passe par le point O. L'exercice 6, il dit un individu qui se tient à 2 mètres d'un miroir fixé à un mur désire s'y voir entièrement. Il mesure 1,85 m et ses yeux se situent à 11 cm du sommet de son crâne. Alors déterminer la longueur minimum, L minimum, que doit avoir ce miroir, ainsi que la hauteur H max à laquelle doit être fixée la base du miroir par rapport au sol. Alors on représente un individu qui se regarde dans un miroir. Donc ce miroir, il est fixé au mur et il part du plancher, c'est-à-dire il est fixé, imaginons que le miroir c'est du plancher c'est-à-dire du sol jusqu'au plafond. Alors cet individu, il se voit, donc on va représenter, il se regarde dans ce miroir, on va schématiser cet individu par un segment de droite qui contient le P, le point, donc S c'est le sommet du crâne, O c'est l'œil et P c'est le pied. L'individu, il désire se voir entièrement dans ce miroir, ça veut dire qu'il doit voir le sommet de son crâne et il doit voir le pied P. Alors, S, pour que l'individu voit le sommet du crâne, ça veut dire que le sommet du crâne qu'on a représenté par S doit se manifester. Il se manifeste comment? Il se manifeste en envoyant un rayon incident. Ce rayon incident, donc pour que O voit S, il y a une condition qui est, pour que O voit S, il faut que le rayon réfléchi passe par O. Alors le rayon réfléchi, c'est le rayon
qui correspond au rayon vert qui est incident. Pourquoi ce rayon réfléchi? Alors on le représente. Pourquoi ce rayon réfléchi doit passer par O? Alors on a vu dans le cours du miroir que l'image et l'objet sont symétriques par rapport au miroir, et donc pour l'œil qui donc voit, donc quand on dit que O voit S, il ne voit pas S, il voit S', l'image de S. Et cette image S', elle est située donc symétriquement par rapport à S, et pour O, qu'est-ce qu'il va voir? Ou il va lui sembler que ce rayon rouge qui est réfléchi, il va lui sembler qu'il provient, que ce rayon rouge, il va lui sembler qu'il provient de S'. C'est pour cela qu'il faut que le rayon réfléchi passe par O. S'il ne passe pas par O, donc O ne peut pas voir S', en fait ne peut pas voir S, donc indirectement, il ne peut pas voir S' qui, donc pour lui, elle envoie ce rayon rouge réfléchi. Alors, on va dire S nous donne S', on va construire S', on envoie une normale à partir de S, cette normale elle rencontre le miroir au point M, ensuite on prolonge le rayon rouge réfléchi jusqu'à ce qu'il rencontre cette normale issue de S. Et le point de rencontre de cette normale avec le prolongement de ce rayon rouge, ça nous donne l'image S'. Et S' et S sont symétriques par rapport au miroir, c'est-à-dire MS égale MS'. Et on vérifie aussi aisément par les propriétés des triangles, on vérifie aussi que MI1 c'est égal à SO divisé par 2. Parce que I1 il est où? Il est sur la médiatrice du segment SO. Alors MI1 c'est égal à SO sur 2, c'est-à-dire de S jusqu'au milieu de SO. Alors, on reprend pour O, on voit bien que pour O, le rayon rouge qui est réfléchi semble provenir de S'. Et donc, pour le sommet du crâne, on a vu dans le cours qu'un objet, le miroir est rigoureusement stigmatique, c'est-à-dire qu'un objet, on envoie n'importe tous les rayons sur le miroir et tous les rayons nous donnent une seule et unique image. Alors, pour que O voit S, il y a un rayon particulier et unique qui peut nous laisser voir O. Parce que tous les rayons réfléchis nous donnent l'image S', mais tous les rayons réfléchis ne passent pas par O. Il n'y a qu'un seul rayon réfléchi qui passe par l'œil, et ce rayon réfléchi, c'est le rayon, donc il correspond au rayon SI1, qui est un rayon incident particulier. Donc il faut que le rayon incident SI1 donne un réfléchi qui passe par O. C'est ça la particularité de ce rayon incident qui est en vert. Alors, pour ce qui est donc du pied, pareil, on va dire que P, c'est un objet. Cet objet, il doit se manifester en envoyant un rayon incident qu'on voit sur la figure. Ce rayon incident, c'est un rayon bleu. Et il faut que ce rayon incident se réfléchisse aussi, il faut que ce rayon incident se réfléchisse en passant par O, c'est-à-dire, voilà, le rayon réfléchi qui correspond à PI2. Et ce rayon réfléchi en orangé, il va passer par O. C'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir une image P' qui puisse être vue par O. Ce rayon, il est particulier. Par quoi il est particulier? Il est particulier par le fait que, sans réfléchi, passe par O. On construit donc l'image P' de O. On abaisse une normale à partir de P. D'abord, on dit P nous donne P'. Donc, on construit l'image. D'abord, on abaisse une normale issue de l'objet sur le miroir. Cette normale, elle va rencontrer le miroir au point M', puis on prolonge le rayon réfléchi et l'intersection du prolongement avec la normale, ça nous donne P'. Et on dit que M', puisque P et P' sont symétriques par rapport au miroir, alors on va dire M'P égale à M'P', et on vérifie aussi aisément par les propriétés simples des triangles, on vérifie que M'I2, c'est égal OP divisé par 2, parce que c'est-à-dire M'I2, c'est égal le segment qui part du milieu du segment OP jusqu'à P. I2, il se trouve sur la médiatrice du segment OP. Alors, voilà, donc maintenant, pour trouver la longueur minimum. La longueur minimum, d'abord, on va désigner par A le milieu du segment SO, par B le milieu du segment OP, on aura besoin de ça par la suite. Alors, la longueur minimum, c'est quoi? C'est I1, I2. Pourquoi? Parce que le miroir, il va du sol, au début, on a placé du sol, du plancher jusqu'au plafond. Mais est-ce qu'on a besoin de toute cette longueur? Non, on a juste besoin de la longueur I1, I2. Parce que il suffit, qu'est-ce qu'on a dit? La condition, il faut, pour que S voit O, il faut que le rayon incident tombe en I1. Et I1, c'est quoi? I1, c'est le point qui appartient à la médiatrice de SO. Et donc, tout ce qui est en dessus de I1, on n'a pas besoin de cette partie du miroir, on peut la couper. Et on a dit aussi que pour que SO voit P, il faut
que le rayon incident issu de P tombe au point I2 et que ce point I2, il appartient à la médiatrice de OP. Donc toute la partie qui est en dessous, on n'en a pas besoin, on peut l'enlever. On va dire que la longueur du miroir, ce sera I1, I2. Pourquoi cette longueur est minimum? Alors, si on imaginons que l'on va faire une longueur plus faible que I1, I2, c'est-à-dire le point I1, au lieu de le placer sur la médiatrice du segment SO, on va le mettre en dessous de cette médiatrice, c'est-à-dire le rayon incident, il va tomber en un point qui n'est pas sur la médiatrice du segment SO. Alors ce rayon incident, il va se réfléchir, mais il ne passera pas par O. Alors on fait la même chose pour le point I2. Imaginons que l'on place le point I2 en dessus du point I2 de celui qui est représenté, c'est-à-dire en dessus du point qui apparaît en dessus de la médiatrice du segment OP. Alors si on place en dessus, oui, le rayon incident P, il va tomber au point I2, mais il ne va pas se réfléchir en passant par O, parce que pour que le rayon se réfléchisse en passant par O, il faut que I2, le point d'incidence, soit sur la médiatrice de OP. Et donc, L, c'est une longueur minimum. Plus on peut mettre, moins on ne peut pas. Moins, ça ne nous permet pas de voir ou bien le sommet, ou bien les pieds, ou bien tous les deux. Alors, I1, I2 sur la figure, c'est égal à AB. Et AB, c'est quoi? C'est AO plus OB. AO, puisque A, c'est le milieu de SO. Donc, AO, c'est égal à SO sur 2. Et OB, c'est OP sur 2. SO plus OP, c'est égal à SP. SP, c'est la hauteur de l'individu. C'est 185 cm. 185 cm divisé par 2, ça donne 92,5 cm. Maintenant, la dernière question nous dit: quelle est la hauteur maximale à laquelle doit être fixée la base du miroir? Alors, la base du miroir, la hauteur, puisque le miroir, ici, sur la figure, il est fixé au sol. Est-ce qu'on peut le soulever encore, le mettre plus haut? Oui, on peut le mettre plus haut. On peut aller au maximum jusqu'à I2. C'est-à-dire, si on le met, par exemple, si on le place en I2. En I2, il n'y a pas de souci, puisque le pied, il sera vu. Donc, P... le pied, il va envoyer un rayon incident qui va tomber en I2. Alors, ce rayon incident qui tombe en I2, qui est la médiatrice de OP, il aura un réfléchi qui passe par O. Donc ça, on va dire, c'est la hauteur max. On ne peut pas le mettre à plus haut que I2. Parce que si on le met à plus haut que I2, donc on va noter que H maximum, c'est I2. Je répète, si on met le miroir, au lieu de le placer au plancher, on va le mettre plus haut. Alors, on peut aller au maximum jusqu'à I2. Si on le place à plus haut que I2, c'est-à-dire on prend un point, on le place en un point, on le fixe en un point qui n'appartient pas à la médiatrice de OP. Alors, le rayon incident ira, donc issu de P, ira se réfléchir, donc pourra se réfléchir, mais il ne passera pas par O. C'est pour cela que cette hauteur, elle est maximale. Moins que ça, on peut. Si on le fixe au plancher, il n'y a pas de souci. On soulève un petit peu, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas dépasser le point I2. C'est pour cela que H, elle est dite H maximum. Cette hauteur qui vaut I2, elle est dite H maximum. Et I2, on vient de la trouver. On vient d'écrire que I2, c'est PO sur 2. PO, c'est SP moins SO, c'est-à-dire 185 cm moins 11. Et donc, on obtient le résultat, on le divise par 2 et on trouve 87 cm. Et on dira que la hauteur maximum, c'est 87 cm.